Le 27 novembre dernier, soit un jour après le renversement de l'ancien président Umaro Sissoco Embalo, la CEDEAO a frappé fort. L'institution a annoncé, à l'issue d'une session extraordinaire virtuelle, la suspension immédiate de la Guinée-Bissau de tous ses organes décisionnels. La raison est claire, le non-respect du protocole de 2001 sur la démocratie. La CEDEAO exige le rétablissement d'un ordre constitutionnel effectif et rejette toute solution qui irait à l'encontre de la volonté populaire. Alors que la sous-région gère déjà plusieurs dossiers de transition complexes, la situation en Guinée-Bissau devient un test décisif de la fermeté collective de la CEDEAO face à la tentation de changement anticonstitutionnel. Le pays est à un carrefour de l'histoire, un carrefour critique entre les promesses de réforme des nouvelles autorités et les soupçons de manipulation. La tension monte. Se dirige-t-on vers un bras de fer ouvert entre Bissau et l'institution régionale? Et surtout, ce ton ferme de la CEDEAO ne risque-t-il pas de radicaliser davantage les nouvelles autorités guinéennes? C'est la question centrale de notre débat ce soir, au cœur bien sûr de votre émission, Le Point sur l'actualité. Nous vous amènerons également ce soir vers l'océan Indien, où Madagascar est au cœur d'un jeu d'influence diplomatique et économique d'une intensité rare, suite au coup d'État du 17 octobre dernier. Le nouveau pouvoir mené par le colonel Michael Randrianirina a reçu ce samedi 29 novembre un premier signe fort de reconnaissance ou du moins d'accompagnement de la part de la France. Le président Emmanuel Macron s'est entretenu directement avec le nouvel homme fort de Madagascar, celui de la refondation de la République. L'Élysée a offert officiellement ses services, son appui pour accompagner cette transition, annonçant un train de mesures immédiates, des financements pour l'insécurité alimentaire, l'envoi de médecins et une aide budgétaire ciblée, notamment pour le Grand Sud. Paris affirme vouloir répondre aux aspirations exprimées par le peuple malgache, en particulier sa jeunesse. La crise énergétique qui a précipité la chute de l'ancien président Andry Rajoelina ouvre également la porte à une autre puissance, la Fédération de Russie. En effet, le nouveau président de l'Assemblée nationale de Madagascar a suggéré de se tourner vers Moscou pour résoudre ce problème vital, déclarant que, je cite, « les Russes sont des spécialistes de la résolution des problèmes majeurs et peuvent nous fournir du carburant ». Fin de citation. Madagascar est donc à la croisée des chemins. La France cherche à maintenir son influence et à stabiliser la situation avec des aides concrètes, tandis que la Russie se positionne également comme un partenaire de choix dans le domaine stratégique et énergétique. Alors, quels sont les risques ainsi que les opportunités pour le peuple malgache dans ce ballet diplomatique? Nous tenterons bien sûr d'y voir un peu plus clair ce soir, aux côtés des invités de cette émission de Point sur l'actualité, dont le premier est déjà avec nous. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Votre émission de débat, Le Point sur l'actualité. Bienvenue sur For You Media Africa. C'est avec le même plaisir qu'on vous retrouve pour cette première de la semaine. Par la même occasion, coïncidence, hasard du calendrier, je ne sais pas de quoi s'agit-il précisément, mais cela tombe bien puisque nous sommes également le premier jour du mois de décembre. Bonsoir à tous et très bon début de mois. C'est un plaisir donc de vous retrouver ce soir dans le cadre de votre émission géopolitique, géostratégie. Nous parlerons bien sûr de deux sujets ce soir. Nous reviendrons sur cette aide proposé par le président français Emmanuel Macron, à côté bien sûr de la proposition, du moins de la sollicitation faite officiellement par le pouvoir malgache à la Fédération de Russie, notamment dans le domaine énergétique. Nous tenterons bien sûr de mettre les deux propositions en perspective et nous questionnerons ce ballet diplomatique avec bien sûr ces aides occidentales vis-à-vis de cette transition malgache qui tente aujourd'hui de se consolider au regard des enjeux. Nous reviendrons également sur les derniers développements du côté de la Guinée-Bissau, alors qu'une mission de la CEDEAO est attendue ce jour même du côté de Bissau. Nous notons
que le pays a été au passage suspendu de toutes les organes décisionnels de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une décision prise au lendemain du renversement de l'ancien président Umaro Sissoco Embaló. Nous étions précisément le jeudi 27 novembre 2025 lors d'un sommet extraordinaire tenu bien sûr par les chefs d'État de la sous-région. Alors, dans un contexte déjà marqué par la recrudescence de coups d'État, le ton, ou du moins les mesures, le ton ferme de la CEDEAO ne risque-t-il pas de radicaliser davantage les nouvelles autorités aujourd'hui qui sont arrivées dans un contexte bien particulier marqué justement par la tenue d'une élection, et donc le processus a été tout simplement suspendu? Que faut-il attendre justement d'un éventuel dialogue entre la CEDEAO d'un côté et les nouvelles autorités bissau-guinéennes de l'autre? Voilà, mesdames, messieurs, quelques articulations que nous donnons bien sûr à cette émission du Point sur l'actualité aux côtés d'Habib Boubacar Touré. Vous êtes à Niamey. Merci à vous, Habib. Je rappelle que vous ne serez pas seul. Nous serons certainement rejoints par Adama Inassé qui était juste là bien avant. Mais j'espère qu'on l'aura dans quelques instants. Le temps, bien sûr, pour l'équipe technique de mieux ajuster un ou deux, voire trois détails. Mais vous êtes avec nous, Habib. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Plaisir partagé. Bonsoir aux millions de téléspectateurs et téléauditeurs qui nous suivent sur la chaîne panafricaine. Je salue au passage les techniciens qui, une fois de plus, abattent un travail extraordinaire qui nous permettent de pouvoir opérer cette magie et d'être dans les foyers de tous les panafricains et de tous les Africains, tout simplement à travers le monde, qui suivent l'actualité du continent, mais au-delà du monde. Aujourd'hui, vous l'avez bien noté, c'est le 1er décembre. Je voudrais avoir une pensée pour les tirailleurs africains qui ont été massacrés à Thiaroye en 1944 pour tout simplement avoir voulu réclamer leur dû, leur droit. Le colon a jugé inconcevable une telle demande en son temps et a massacré des dizaines et des dizaines de soldats dans ce camp au Sénégal. J'ai une pensée pieuse pour tous ces martyrs, je vais dire, de la liberté du continent. Mais aussi, je voudrais quand même dénoncer un état de fait. La volonté de l'Ukraine de transplanter ou de transposer, d'exporter sa posture guerrière sur le continent africain, et surtout dénoncer le silence du continent, le silence des différents chefs d'État et surtout la complicité, puisque ce silence est assujetti à une complicité de vouloir laisser traîner cette volonté d'amener aussi la mort, la désolation que Zelensky a apporté au peuple ukrainien sur le continent africain. Je voulais marteler cela et dire que l'Afrique, en tout cas les fils de ce continent-là, les plus aguerris, sont au parfum de cette situation et ne laisseront pas faire sur le continent. Merci pour l'invitation de cet après-midi. Merci à vous, Habib. Vous l'avez dit, nous sommes le 1er décembre 2025. On ne saurait donc oublier ou du moins ne pas évoquer cette date funeste, celle du 1er décembre 1944. Alors, vous l'aurez donc compris, 81 ans déjà que la France est dans un déni total au sujet justement de cela, qu'on qualifie aujourd'hui de tirailleurs sénégalais. À tort ou à raison, de toutes les façons, le débat n'est pas à ce niveau. C'est surtout sur ces réparations, cette justice qui est exigée aussi bien par les nouvelles autorités sénégalaises que par l'Afrique de façon générale. Alors, ce 1er décembre 2025, c'est également l'occasion pour le Top Management for You Media Africa de réitérer son message de soutien à tous les fils, tous les petits-fils de ces martyrs qui, au prix de leur sang, ont payé le lourd tribut justement d'une guerre qui n'était pas la leur et qui, juste pour avoir réclamé ce qui leur était dû, ont été massacrés. Le narratif, encore récemment, on refusait clairement de l'intégrer du côté de la France. On parlait plutôt de mutinerie. Ce n'est qu'en 2024, vous vous souvenez, que le président français, par le biais d'une lettre envoyée, une simple lettre envoyée aux autorités sénégalaises, qu'il a enfin reconnu qu'il s'agissait bel et bien d'un massacre et pas d'une mutinerie. Il l'a fait à distance, il n'est même pas descendu au camp militaire de Thiaroye pour le reconnaître. Et que dire du bilan de ce massacre? Officiellement, on parle de
35 soldats tués. Mais vous le savez, les historiens ont démontré et ont refuté justement ce chiffre officiel aujourd'hui. On parle d'une centaine de soldats, voire plusieurs même. On peut aller au-delà des chiffres qui sont avancés, mais la mémoire, elle est là, loin du silence français et de toutes ces années d'attente. Le peuple, ou du moins l'Afrique, plus que jamais, réclame justice et réparation, au regard bien sûr du préjudice. Merci à vous Habib. Alors, c'est toujours avec le même plaisir qu'on vous retrouve également sur les antennes de For You Media Africa. Adama Inassé, je rappelle que vous êtes à Ouagadougou, ou du moins à Bobo Dioulasso, plutôt du côté du Burkina Faso. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir Adama. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher Nguéné, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You Media. Bonsoir à mon co-panéliste Habib, ça fait un plaisir de le retrouver. Également dans la même lancée, je voudrais vraiment dénoncer un fait, non seulement l'ingratitude de la France par rapport à l'aide grandiose que nos ancêtres ont donnée à la France pour la libérer du nazisme, mais aussi je dénonce ici la persistance de la France à vouloir continuer de massacrer les peuples africains à travers les déclarations de leur général d'armée qui disait ceci, qu'il faudrait que l'Union européenne revienne avec leur armée sur le continent africain pour recoloniser l'Afrique, mais aussi nous dénonçons le fait que lorsque la France décide de s'armer, de mobiliser, d'organiser une mobilisation générale, mais aussi de recruter des volontaires pour la défense, pour s'attaquer à la Russie, mais c'est de façon indirecte de s'attaquer au Sahel, c'est de s'attaquer aux pays africains. Donc nous dénonçons cet état de fait, nous savons où ils veulent en venir et déjà nous dénonçons cet état de fait et nous les attendons de pied ferme s'ils ne changent pas leur politique, pensant que l'Afrique est toujours leur précaré et qu'il faut toujours massacrer les Africains et bénéficier de l'Afrique sans les Africains. Donc vraiment merci pour l'invitation et nous sommes là avec vous. Et dès que possible, nous avancerons aussi notre pierre dans l'édifice de l'éveil de la conscience des jeunes Africains. Merci beaucoup. Alors, quels sont les risques et les opportunités pour le peuple malgache du ballet diplomatique actuel autour de la transition dirigée par le colonel Michael Randrianirina? Depuis son accession au pouvoir et surtout depuis la chute d'André Rajoelina, les puissances occidentales, on va lire, une véritable campagne auprès des autorités actuelles du pays. La dernière en date est celle du président français Emmanuel Macron qui, ce week-end, a proposé officiellement son appui aux autorités malgaches. Il revient précisément sur certains aspects parlant justement de cet appui qu'il brandit de façon spécifique. Il dit qu'il pourrait justement proposer un appui de la France pour accompagner cette transition, annonçant un train de mesures immédiates, des financements pour l'insécurité alimentaire, l'envoi de médecins et une aide budgétaire ciblée, notamment pour le Grand Sud. Paris réaffirme donc sa volonté de vouloir répondre aux aspirations largement exprimées par le peuple malgache qui, souvenez-vous, était descendu massivement dans les rues et qui avait largement milité pour le renversement de l'ancien président André Rajoelina. Alors, l'offre d'Emmanuel Macron, les détails sont contenus dans cet élément que Balassi. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu le 29 novembre avec Michael Randrianirina, le président de la refondation de la République de Madagascar, récemment installé après le coup d'État du 12 octobre. C'était la première fois que les deux chefs d'État échangeaient officiellement. Macron a vivement encouragé son homologue à élargir le processus de transition en y voyant davantage la jeunesse et la société civile, insistant sur les fortes attentes nées des mobilisations qui ont précédé l'intervention militaire. Face aux réformes annoncées par Antananarivo, notamment la lutte contre la corruption et l'organisation d'élections dans les délais raisonnables, la France a proposé son appui en coordination avec ses partenaires internationaux. Le président français a souligné, je cite, l'importance de la relation bilatérale et a salué le lancement d'un processus de concertation nationale visant à stabiliser le pays qui avait été secoué par des manifestations notamment du mouvement Gen Z Madagascar.
De son côté, Michael Randrianirina, arrivé au pouvoir après la fuite de l'ancien président André Rajoelina, a remercié les jeunes manifestants, affirmant que l'intervention militaire avait été menée pour éviter l'anarchie. L'échange s'est traduit par des annonces concrètes de la part de la France pour accompagner la transition. Emmanuel Macron a confirmé le versement d'une aide budgétaire destinée, dit-il, prioritairement au renforcement de la sécurité alimentaire ainsi que de nouveaux financements pour faire face à l'insécurité alimentaire dans le sud de l'île. Il a également promis l'envoi de médecins à Antananarivo et en appui à des projets d'aménagement urbain de la capitale. Malgré les tensions persistantes autour de son rôle dans la crise, la France réaffirme, comme toujours, sa volonté de s'ingérer dans les affaires politiques des gouvernements africains. Lutte contre l'insécurité alimentaire, envoi de médecins du côté de Madagascar, aide budgétaire ciblée, l'offre sur le papier paraît aujourd'hui alléchante compte tenu justement des réalités que le peuple malgache traverse. Adama Inassé, quelle est la pertinence, voire la nécessité d'une telle démarche? Revenant justement sur ce besoin clairement exprimé par le président français qui dit vouloir accompagner les nouvelles autorités du pays. Alors, allez-y Adama, nous vous écoutons. Alors, est-ce qu'il nous reçoit, Adama? Alors, je préfère qu'on démarre avec vous, Habib. C'est quoi la nécessité d'une telle démarche, de toutes les façons, au regard justement de la pertinence? Elle est plutôt alléchante. Cette proposition faite par le président français, compte tenu des réalités que traverse le pays, partant justement de l'origine des manifestations ayant conduit au renversement de l'ancien président André Rajoelina. Quelle crédibilité faut-il accorder aujourd'hui à cette démarche en question? Justement, M. Nguéné, ça me réjouit que vous nous interpellez sur les origines de cette crise. Qu'est-ce que cette jeunesse malgache avait réclamé? C'était des conditions de vie meilleures, c'est de l'électricité, c'est du travail, tout simplement pour cette jeunesse qualifiée. Et en somme, c'était une amélioration des conditions de vie socio-économiques des Malgaches et non des Français. En fond de compte, il y a cette volonté de combattre aussi un groupuscule d'individus qui s'est accaparé de l'économie malgache avec la bénédiction de la France, qui a exfiltré le principal responsable de cette situation, à savoir le président Rajoelina, qui aujourd'hui refuse de soumettre cette personnalité à une justice malgache, prétextant que c'est aussi un citoyen de leur pays. C'est toujours la France. Et cette jeunesse, quand elle était descendue dans la rue, a aussi exprimé sa volonté de liberté, sa volonté de voir un pays comme le Madagascar comme souverain. Et je pense que quand on dit avoir entendu cette volonté populaire qui est venue être parachevée par ce groupe d'officiers qui aujourd'hui sont en mission pour le peuple malgache. Et heureusement, d'ailleurs, même les militaires aujourd'hui à la tête de ce pays-là savent pertinemment la puissance et la force populaire qui les a installés et savent que cette force-là n'a pas disparu. Cette volonté populaire ne s'est pas éteinte. Elle s'est mise en veille pour donner un crédit à cette nouvelle classe dirigeante afin de pouvoir réaliser les ambitions de cette population. Donc, quand la France vient avec une offre que vous qualifiez d'alléchante, que moi je trouve comme étant même une insulte à l'égard du peuple malgache, notamment la question de l'aide budgétaire. C'est ce type de pratiques qui ont été combattues depuis toutes ces années sur la volonté de ces pays dits développés de vouloir amener de l'argent chez nous et de nous dire dans quel secteur l'investir et à leur manière. Je pense que quand la France reste dans cette posture paternaliste, c'est que Emmanuel Macron a encore une fois de plus démontré son inculture
de ce qui couvre aujourd'hui dans l'esprit de cette jeunesse africaine. Et c'est cela qui est dommage pour la France et qui est surtout, comment je vais dire, une chance et une opportunité pour le peuple malgache. Parce qu'à côté de cette volonté française de continuer à maintenir Madagascar dans son escarcelle, à continuer à forcer Madagascar à ne pas aller vers une voie réelle de développement, mais une voie de dépendance vis-à-vis de ces différents types d'aides, je pense que c'est une opportunité qui est offerte à la nouvelle structure dirigeante de ce pays de savoir qu'il n'y a rien, absolument rien de pertinent qu'on peut tirer d'une coopération avec la junte française actuelle qui est à la tête de ce pays-là. Et je pense que, comme je l'ai dit, cette jeunesse reste en veille et son armée ne peut pas tomber dans cette supercherie qui est en cours vis-à-vis de ce discours, comment je vais dire, d'Emmanuel Macron pour vouloir endormir les nouvelles autorités et les mettre dans leur poche, entre guillemets. Et je pense que c'est cela aussi qui a conduit la contre-offre, notamment les autorités malgaches qui expriment aujourd'hui leur volonté de façon souveraine de vouloir collaborer, coopérer avec tous les peuples disposés à entendre leurs besoins et à mettre à leur disposition les technologies nécessaires qui vont permettre de produire. Emmanuel Macron parle d'insécurité alimentaire, c'est parce qu'on ne laisse pas les Malgaches produire leur alimentation. La terre malgache est une terre fertile qui peut produire tout ce dont les Malgaches ont besoin pour se nourrir. Et je pense que c'est vers ce type d'économie endogène que cette population malgache aspire à y aller et non vers des mesurettes et des carottes qu'on leur tend pour pouvoir continuer à voler les maigres richesses qui doivent servir au développement, à la diffusion de la prospérité sur la terre malgache et non à ce que ça puisse contribuer à enrichir un pays comme la France qui peine à payer sa dette et qui croule aujourd'hui sous des montagnes de dettes et une gouvernance complètement éclatée. Revenez sur la proposition faite par Emmanuel Macron. Là, on parle justement de certains éléments capables aujourd'hui d'aller, je vais dire quoi, de certains éléments qui tiennent compte des revendications de la jeunesse malgache. Il y a cette aide, il y a justement les médecins qui seront déployés. On parle également de l'insécurité alimentaire à Bib. Dans un contexte comme celui de Madagascar, est-ce qu'on ne devrait pas, au lieu justement de remettre tout cela en cause, mais certainement de chercher d'autres moyens afin de mieux orienter tous ces besoins et surtout toutes ces propositions qui sont aujourd'hui faites? N'oublions également pas qu'il s'agit tout de même d'une transition à Bib, qui n'a pas encore certainement tous les leviers d'appréciation à sa disposition et qui cherche à consolider un pouvoir qu'elle vient, ou du moins que les nouvelles autorités viennent à peine d'avoir à Bib. Justement, M. Nguéné, il n'y a pas de pouvoir à consolider, c'est le peuple, c'est le pouvoir du peuple. Et quand vous parlez de levier à maîtriser, le principal levier, c'est cette volonté populaire. À partir du moment où le constat a été fait par le peuple, de la décision de prendre un destin la responsabilité de prendre son destin en main, je pense que le principal acte a été posé. Et vous pensez qu'après 60 ans d'indépendance, que Madagascar est en manque de médecins? Je ne le pense pas. Par contre, le système sanitaire malgache a dû être saccagé par la volonté justement de ceux qui profitaient des évacuations sanitaires, de ceux qui profitaient de cette richesse malgache et qui permettait à ce que le groupuscule d'individus qui en profitaient avaient la capacité d'aller se soigner en île Maurice, d'aller se soigner en France, d'aller se soigner aux États-Unis. C'est ça la réalité. Donc qu'Emmanuel Macron vienne en face du monde entier
et nous dire qu'aujourd'hui, en 2025, que son offre serait d'envoyer des médecins pour soigner les Malgaches. Je pense que c'est insulter la dignité malgache pour leur dire que vous êtes même incapable d'avoir l'esprit nécessaire de pouvoir conquérir la science qui permet aux humains de se soigner. Et c'est comme ça que nous l'interprétons. On revient encore sur cette question de sécurité alimentaire. Madagascar est un territoire extrêmement fertile. Et ce n'est pas aujourd'hui à la France qui importe quasiment tout et qui fait face à une dette abyssale qui va aujourd'hui apporter de l'argent pour nourrir Madagascar. Vous comprenez que ce dont il s'agit, c'est d'apporter de l'argent qui va faire fonctionner l'industrie française, mais dont le peuple malgache va payer le prix doublement, parce qu'il faut rembourser cet argent avec intérêt, mais mieux, on va aussi perdre du temps dans la possibilité des Malgaches de pouvoir prendre leur destin en main et de produire ce dont ils ont besoin sur leur terre, et même d'arriver à exporter vers des pays comme la France ou tout autre qui est capable d'acheter ces denrées alimentaires-là à leur prix sur le marché. C'est cela l'enjeu. Ce n'est pas une question d'orgueil et de refuser une aide. En principe, nous n'avons aucun problème avec la France. Le vrai souci se trouve dans ces mesures-là et dans ce qui ne se dit pas là-dedans, dans la volonté de la France de continuer à asservir nos États et de continuer à être ce machin qui va nous continuer à nous endormir, à nous anesthésier pour que nous ne puissions pas faire les choses par nous-mêmes. C'est comme le dit l'adage, ne me donne pas le poisson, apprends-moi à pêcher. Et c'est cela, ce type de coopération que les États africains ont besoin aujourd'hui et non des petites mesurettes de quelques millions d'euros qu'on apporte sur la table et qui va profiter à quelques individus. Madagascar a la capacité de se développer. La jeunesse malgache a reconnu cette possibilité pour elle de prendre son destin en main. C'est une chance historique que je suis convaincu que cette jeunesse ne laissera pas passer parce qu'il y va de leur survie. Inassé, la proposition française est-elle également pleine de condescendance au regard, bien sûr, des enjeux de l'heure? Nous parlons d'une transition qui vient à peine de prendre le pouvoir. Et donc, la refondation est aujourd'hui clairement placée en priorité. Que doivent faire les autorités actuelles du pays? Surfer sur cette aide d'accompagnement qui est faite par Emmanuel Macron afin de mieux l'orienter, ou alors je ne sais pas si je devrais dire l'effacer d'un revers de la main. Merci pour la question. À mon niveau, lorsque nous prenons les déclarations d'Emmanuel Macron, surtout lorsqu'il s'appesantit sur la question d'aide, nous voyons plusieurs aspects. D'abord, prenons l'aspect économique. Et lorsque Emmanuel Macron dit vouloir envoyer une aide pour lutter contre la faim, lorsque l'on prend la déclaration à la légère, l'on penserait que la France, bien sûr, par ses manigances, voudrait prêter de l'argent aux Malgaches, qui par la suite va leur imposer d'acheter les productions agricoles des Français, du moment où il fut un temps où les producteurs agricoles français se plaignaient vis-à-vis de la politique française. On penserait que d'un côté, Emmanuel Macron est en train de se chercher des points pour avoir l'aval des agriculteurs. Mais lorsque l'on regarde un peu en profondeur, on peut se poser la question, où est-ce que Emmanuel Macron trouvera pour aider le peuple malgache? Du moment où la France elle-même est surendettée, du moment où la France elle-même est en train d'être conduite vers un banqueroute, où la France elle-même est en train d'atteindre le summum de l'endettement pour gérer ses propres problèmes. Deuxièmement, il ne faudrait pas qu'on va se leurrer. Cette aide financière, naturellement, sera remboursée au centuple par le peuple malgache. Maintenant, si nous venons un peu sur le côté politique, je pense que les autorités de l'AES l'ont clairement démontré. Lorsque les autorités, le politique français appelle un militaire qui vient de prendre le pouvoir par les armes,
La première des choses, c'est d'imposer d'abord l'élite politique qui va diriger soit la transition, soit en tout cas le gouvernement qu'on mettra en place. Et cette élite, bien entendu, il s'agira d'abord de voir s'ils peuvent imposer un président de la transition. S'ils ne le peuvent pas, ils vont imposer un premier ministre, un ministre de la Défense, un ministre des Finances, un ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire le cœur même du gouvernement qu'ils vont imposer. L'un dans l'autre, il faut noter que c'est de l'ingérence pure et simple. Maintenant, que doivent faire les autorités malgaches, les nouvelles autorités malgaches par rapport à ces déclarations? D'abord, on peut espérer de l'aide de quelqu'un qui arrive à se laver le ventre. On dit en Afrique ici, lorsque on tend le bras à quelqu'un, c'est parce qu'il peut se nourrir lui-même. On ne peut pas espérer être habillé par quelqu'un qui se promène nu. La France elle-même est en train de se baser sur les richesses volées des autres pays pour se développer, pour se maintenir. Aujourd'hui, la France est dans une situation financière, politique et économique qui ne dit pas son nom, qui aujourd'hui, le monde entier le sait, que la France est dans de sérieuses difficultés. Est-ce que cette même France, qui n'arrive pas à résoudre ses propres problèmes, peut aider un tiers État à s'en sortir, ne serait-ce que sur une question de famine? On se rappelle encore, lorsque la Russie avait voulu aider les États du Sahel pour les venir en aide en matière de blé, nous nous rappelons encore que ce sont ces mêmes Occidentaux, la France en avant, qui avaient joué des manigances pour détourner ces quantités de blé-là. Et si c'est cette même France qui vient à Madagascar pour vouloir aider les Malgaches en matière de famine, nous on se pose la question, c'est par quels moyens la France pourrait se permettre cette aide-là. Au-delà de ça, lorsque Emmanuel Macron affirme qu'il va envoyer des médecins pour aider les Malgaches, on n'oublie pas comment la Croix-Rouge a été créée. C'est des médecins qui ont été envoyés en mission au Nigeria dans la guerre du Biafra. Et c'est à partir de ce moment que la Croix-Rouge a été créée. Mais le Niger a montré par A plus B ce que fait la Croix-Rouge en aidant l'autre partie belligérante contre les États, les chefs d'État mis en place avec leur peuple, dans le consentement du peuple. Donc aujourd'hui, la France est en train de voir tous les moyens possibles, surtout se camoufler dans la peau d'un bon samaritain pour pouvoir après imposer naturellement leur vision, leur politique, mais aussi les hommes qu'il faut pour permettre aux Français de continuer à piller les pays africains que la France a toujours dominés. L'on se rappelle toujours tous ces coups d'État qui ont été menés, toutes ces transitions qui ont été menées et que la France a aidé. Je me rappelle de 2015 au Burkina Faso, je me rappelle d'autres coups d'État, mais où est-ce que ça conduit? Les aides que la France nous donne depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que ça nous a conduit? Au contraire, nous sommes toujours en train de payer des dettes et nous ne savons même pas comment les intérêts de ces dettes-là sont calculés. Nous pensons que les nouvelles autorités malgaches doivent compter sur eux-mêmes, doivent mobiliser des ressources endogènes, des compétences endogènes pour sortir des carcans de l'impérialisme français. Je sors par là. Alors, merci Adama. Alors, il y a justement cette condescendance dont vous parlez, messieurs, autour de l'aide française, mais en face, il y a également ce souhait qui est émis, celui justement de faire avec la Fédération de Russie. D'où la question, la Russie peut-elle aider Madagascar à résoudre la crise énergétique qui a précipité, qui constitue l'autre élément qui a précipité la chute de l'ancien président André Rajoelina. De toutes les façons, c'est ce que pensent aujourd'hui les autorités malgaches. On prend par exemple cette sortie du président de l'Assemblée nationale actuelle du pays qui a reconnu, je cite, les Russes sont des spécialistes de la résolution des problèmes urgents. Ils peuvent nous fournir du carburant. Le choix est entre nos mains si nous voulons vraiment trouver des solutions à nos problèmes. La Russie est prête
à nous livrer avant même la fin de cette année. Fin de citation, c'est ce qu'a déclaré justement le président de l'Assemblée nationale malgache actuel, Habib Boubacar Touré, avant de conduire une délégation du côté de la Fédération de Russie. Alors, quand on met les deux propositions sur la table, Habib, est-ce que vous teneriez justement le même langage que celui que vous avez tenu pour la France sur la sollicitation de la Fédération de Russie? Parce que là, quand on parle de fournir le carburant, on est en plein dans l'exemple que vous avez pris. Au lieu de nous apprendre, ou du moins, au lieu de nous donner du poisson, il faut plutôt nous apprendre à pêcher. Alors là, on se demanderait, ou du moins, on peut également se dire qu'au lieu de donner du carburant, il faudrait qu'on aide plutôt Madagascar à être indépendant, énergétiquement. Alors, c'est quoi la différence? Et si Emmanuel Macron n'était réellement pas le problème? Et si le problème était les autorités malgaches qui, aujourd'hui, ne demandent réellement pas ce qu'il faut? Habib Boubacar Touré. Je vais vous aider, monsieur Nguélé. On aurait pu aussi dire que on quitte un maître pour un autre, parce que c'est cela aussi le narratif chaque fois qu'il s'agit de développer de nouvelles coopérations, que ce soit avec la Chine ou que ce soit avec la Russie dans ce cas de figure. Je pense qu'il faut éviter de comparer l'incomparable. Ici, vous avez entendu la Russie dire à Madagascar qu'on va venir vous apporter à manger ou qu'on va venir vous soigner. Je ne pense pas. Mais par contre, aujourd'hui, vous pouvez être d'accord avec moi que même si Madagascar peut contenir du pétrole, on ne peut pas extraire ce pétrole-là du jour au lendemain pour permettre aux Malgaches d'avoir de l'énergie à bon marché qui va faire fonctionner l'économie malgache, qui va réchauffer les Malgaches dans cette période hivernale. Par contre, la Russie qui dispose de capacités énergétiques immenses, notamment en pétrole et en gaz, et Madagascar, qui a une façade maritime, rapidement, en quelques semaines, peut être livré en ce denrée stratégique qui va permettre de faire fonctionner, que ce soit les fermes, que ce soit les hôpitaux, que ce soit l'industrie, parce que tout cela aussi doit fonctionner avec de l'énergie. Vous comprenez la portée stratégique des deux propositions qui sont différentes. Là, c'est une opportunité pour Madagascar de disposer d'une denrée stratégique qui va lui permettre de faire fonctionner son économie, donc de créer de la richesse sur place et de pouvoir se développer par lui-même. C'est de cela qu'il s'agit. Mais au-delà de tout cela, qu'est-ce qui est en train d'être mis sur la balance? C'est deux systèmes de coopération et d'asservissement. C'est de cela qu'il s'agit. La Russie a cet avantage, d'abord, comme on le dit tout le temps, de ne pas avoir de contentieux colonial avec le continent. Mais si on vient même tout près, on comprend que partout où la coopération avec la Russie a été développée, ça a été une coopération pragmatique sur des faits, sur des actions qui ont été menées et qui ont un capital dividende sur la vie des citoyens de ces États africains de tous les jours. Alors que de l'autre côté, on nous a chanté une aide, on nous a chanté un soutien, on nous a chanté une amitié qui reste toujours abstraite et qui continue de nous maintenir dans un état de fait. Et quelqu'un a dit que la folie, c'est de continuer à faire toujours la même chose et d'espérer un résultat contraire. Et je pense que dans ces conditions, comme vous l'avez dit, de précarité dans lesquelles les autorités actuelles malgaches ont trouvé le pays, il y va de leur responsabilité explorer aux partenariats et de collaboration, et c'est cela qui est en train d'être fait à travers cette piste russe, qui peut être aussi une piste chinoise ou toute autre piste. Je pense au Brésil, qui peut avoir des capacités stratégiques sur le plan alimentaire, notamment une maîtrise concrète de la technologie sur le plan de l'agriculture et de l'élevage. Donc c'est cela, et c'est ça qu'il faut encourager à travers cette posture des autorités. Maintenant, pour tout le reste, ceux qui veulent combattre cette dynamique, parce qu'ils voient que peut-être avec cette piste, il y a possibilité que le peuple malgache se prenne en charge. Il faut continuer à vouloir penser que nous sommes d'un maître à un autre. Si cela qui peut permettre au peuple africain d'avoir de la technologie, transfert technologique, d'avoir une énergie bon marché, de pouvoir travailler sa terre
à travers les dernières générations de technologies et de matériel agricole, je pense que c'est une piste à explorer et nous n'avons aucun complexe vis-à-vis de cela, M. Nguéné, et c'est par là que je ressors. Alors, quels sont aujourd'hui Adama Inassé, les options qui s'offrent aux autorités malgaches? La diversification des partenaires reste-t-elle la seule et l'unique qui pourrait permettre à Madagascar d'apporter des réponses, ou du moins aux nouvelles autorités d'apporter des réponses probantes aux réalités, aux défis actuels du pays? Vous savez, ce qui a beaucoup fatigué les États francophones africains, oui, c'est de penser que seule la France est la solution à tous les problèmes de nous, Africains. Alors que la France fait partie des problèmes de nous, les Africains, surtout les francophones. Regardez un peu, lorsqu'on parle de diversification de partenariats, regardez un peu, parce que le plus souvent, lorsque les peuples veulent se tourner vers la Russie ou vers la Chine, il y a toujours ce narratif-là qui met à mal l'autre État, l'autre partenaire, de telle sorte que nous rabattons naturellement sur la France. Lorsque la Chine avait voulu, dans les années, 2000, en montant, améliorer sa coopération avec les États africains francophones, on a parlé de Chine-Toc, on a parlé de nouvelles exploitations. Mais si vous prenez aujourd'hui au niveau de l'électronique, la majeure partie des matières de base électroniques sont fabriquées en Chine, que eux-mêmes Français, eux-mêmes Américains utilisent pour développer leur fabrication. Alors, lorsque nous prenons également les relations avec la Russie, quand vous prenez la Chine, la Russie a aidé la Chine, aujourd'hui la Chine est développée. La Russie a aidé la Corée du Nord, aujourd'hui la Corée du Nord est développée. Et pourquoi pas, nous aussi, États africains, n'allons pas essayer de voir comment collaborer avec la Russie. Deuxièmement, il faut noter que la Russie est pragmatique. La Russie ne vient pas vous dire que je vous donne gratuitement et que sans moi, vous ne pouvez pas vous développer. La Russie vous demande qu'est-ce que vous avez besoin. Si on peut vous apporter, naturellement, on peut donner une partie pour nos liens de partenariat, mais l'autre partie, vous allez payer. Au sein de l'AES, c'est ce qu'on fait. Ce dont on a besoin, on paye et la Russie nous livre. Mais regardez, quand on était avec la France, lorsqu'on a besoin de quelque chose, d'abord, la France nous prête de l'argent, soit disant que c'est de l'aide. Ensuite, tout ce fonds reste en France là-bas et ce sont les entreprises françaises qui nous apportent ce dont ils ont pour nous envoyer alors que nous avons besoin d'autre chose. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque nous avons besoin, par exemple, d'armes, la France va nous envoyer ce qu'ils ont comme réserve, mais aussi nous surtaxer et nous envoyer des produits dont on n'a pas besoin. Donc ici, le problème n'est pas forcément, on n'exclut pas bien entendu le côté problème au niveau des autorités, mais le problème n'est pas forcément les autorités, mais dans la collaboration. Parce que toutes nos élites qui ont été formées ou formatées, la majeure partie a été formée, soit, en tout cas, je vais dire de manière générale, chez les impérialistes là-bas. Et c'est eux-mêmes, avec leurs coopérants techniques, avec leurs experts techniques, nous induisent en erreur de telle sorte que tous les gains, tous les biens que nous avons ici se retrouvent dans les mains des Français. Donc nous pensons que la nouvelle dynamique avec d'autres partenaires, si les partenaires sont sincères, du moment même que les autorités vont commencer à jouer dans la corruption, je pense que la Russie va s'éloigner et les autres partenaires vont en tout cas taper sur la table parce que leur image est en jeu. Et ici, on dit chez nous en Afrique, on ne peut savoir de deux marchés lequel est meilleur lorsqu'on n'arrive pas à assister aux deux marchés. Et donc, nous pensons qu'ici, pour le peuple malgache, pour les autorités malgaches, il serait bien de tenter de l'autre côté, tout en maintenant leur dignité, leur souveraineté et en ne prenant pas les mêmes chemins, les mêmes voies, les mêmes habitudes qu'on a eues avec les Français. C'est bien d'essayer avec la Russie, mais
c'est d'avoir la tête sous les épaules et de savoir que personne ne peut venir développer un peuple à sa place. On ne développe pas un peuple se développe. Et donc, de la même manière qu'on ne développe pas un peuple, on ne développe pas un pays se développe par la force de ses propres fils, par la vision de ses propres fils. C'est bien d'avoir un autre partenariat, mais c'est bien aussi de penser à ce que nous-mêmes, on peut faire pour notre propre bien. Merci à vous, messieurs. Alors, parlons de la Guinée-Bissau. Les choses bougent, messieurs. Les derniers développements en date, cette mission conduite ce lundi du côté de Bissau par le président en exercice. Le président sierra-léonais Madabio Julius était donc du côté de Bissau. Il a rencontré les nouvelles autorités du pays. Je vous ferai un bref résumé pour que vous ayez bien sûr un aperçu de ce qui a bien pu se passer ce lundi même du côté de Bissau. Le président sierra-léonais Julius Madabio, président d'exercice de la CEDEAO, donc conduit ce lundi à Bissau une délégation de haut niveau pour rencontrer les autorités de la transition ici du coup d'État du 26 novembre 2025. Au cœur des discussions figurait la restauration de l'ordre constitutionnel, la publication des résultats électoraux et la libération des responsables politiques arrêtés. Cette mission intervient au lendemain du sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO du 27 novembre dernier, tenu après la chute du président Umaro Sissoco Embaló. Le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, Aladi Moussa Timothy Travers, a indiqué que le président Julius Madabio a été mandaté pour dialoguer donc avec les autorités actuelles du pays, dialoguer directement avec les dirigeants de la transition. Les discussions ont été très fructueuses et les deux parties ont exprimé leurs préoccupations. Alors, le chef de la diplomatie sierra-léonaise rappelant que la CEDEAO a condamné cette prise de pouvoir et exigé la restauration de l'ordre constitutionnel, notamment par la finalisation du processus électoral interrompu. Les responsables militaires ont pour leur part affirmé avoir pris le pouvoir afin de restaurer l'ordre et la sécurité dans le pays. Le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, João Bernardo Vieira, a salué la qualité des échanges entre le haut commandement militaire et la délégation ouest-africaine. Il y a eu une réunion très productive. Le commandement militaire a eu l'occasion d'expliquer les raisons qui ont conduit au coup d'État et la CEDEAO a montré sa disponibilité à continuer à travailler avec la Guinée-Bissau, a-t-il affirmé. Il a été clairement établi que la CEDEAO n'abandonnera pas la Guinée-Bissau en ce moment très difficile, a-t-il insisté, ajoutant que les discussions se poursuivront pour trouver une solution rapide en vue du retour à l'ordre constitutionnel. Selon Vieira, les autorités militaires ont proposé une transition d'un an, mais ce délai devra être soumis à la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue le 14 décembre prochain. En fonction de cette décision, nous saurons comment procéder, a-t-il précisé. Concernant l'élection du 23 novembre dernier interrompue par le coup d'État, le ministre bissau-guinéen a indiqué que la délégation de la CEDEAO devrait rencontrer la Commission nationale électorale afin justement d'obtenir les données réelles du processus électoral. Les Guinéens pourront enfin savoir qui a remporté les élections, a-t-il déclaré en fonction des conclusions de cette rencontre. Il a également souligné qu'un engagement a été pris pour le retour à l'ordre constitutionnel, la publication des résultats et la libération des détenus politiques. Les autorités de la transition travaillent selon lui à créer les meilleures conditions pour permettre à la CNE de rendre public les résultats de cette élection. Interrogé à la demande de divulgation immédiate des résultats, le ministre a expliqué que la CEDEAO attend tout d'abord l'avis de la Commission nationale électorale avant de se prononcer. Il a confirmé la libération des responsables politiques arrêtés, il a confirmé que la libération des responsables politiques arrêtés constitue une exigence forte de l'organisation régionale. Alors, le ministre Travers a conclu en affirmant que la CEDEAO poursuivra ses efforts pour ramener la Guinée-Bissau à l'ordre constitutionnel et pour garantir le développement, la sécurité et la stabilité du pays. Alors, Habib, l'arrivée de cette mission du côté de Bissau était incertaine. On regarde bien sûr de l'évolution de la publication, du moins de l'évolution de la situation politique du côté de Bissau, un temps annoncé, l'arrivée qui avait été, entre guillemets, mise, en suspens, compte tenu justement des exigences des autorités bissau-guinéennes. Ce qui nous revient donc du terrain, c'est que bel et bien le président en exercice de la CEDEAO, le président Julius Madabio, a atterri ce jour même du côté de Bissau. Les échanges étaient plutôt fructueux. On a l'impression qu'on était parti sur un ton martial de la part de l'organisation ouest-africaine. Alors quand on nous dit
que les résultats, ou du moins que les échanges étaient fructueux, peut-on s'attendre à ce que la CEDEAO, forte d'ailleurs des enseignements qu'elle a dû tirer du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso, pourrait, je vais dire, adopter une posture autre que celle qu'elle a toujours eu à adopter face au coup d'État au niveau de la sous-région, Habib? Voyez-vous, M. Nguéné, c'est un peu difficile pour nous de parler de cette CEDEAO parce qu'à chaque fois que nous devons nous prononcer sur les faits, et surtout sur les actes posés par cette structure sous-régionale, on a l'impression que nous avons quelque chose contre elle, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste son inconséquence que nous relevons. La CEDEAO ne peut pas avoir de temps martial vis-à-vis de la Guinée-Bissau, parce que la CEDEAO a laissé Umaru Sissoko Embalo siéger à son sein après avoir perpétré lui-même un coup d'État. Les élections législatives de 2023 avaient été remportées par l'opposition. La constitution bissau-guinéenne disait que le président de la République n'avait pas la possibilité de dissoudre l'Assemblée avant une année d'exercice de cette législature. On a observé tous que puisque il n'avait pas la majorité à cette Assemblée et puisque le Premier ministre mis par le PAIGC Terra Renka, la coalition de 2022, ne lui sied pas, il l'a démis de ses fonctions, il a dissous l'Assemblée et il a continué à gérer ce pays d'une main de fer avec plusieurs faux tentatives ou fausses tentatives de coup d'État montées par lui-même pour éliminer certains officiers et certains hommes politiques au vu et au su de la CEDEAO, qui parfois même a été complice de cet état de fait. Donc, le vrai coup d'État avait été opéré en 2023. La CEDEAO n'a pas bougé parce que c'était de la responsabilité apparente et assumée des membres du syndicat. C'est ça la vérité. Maintenant, ce à quoi nous assistons depuis quelques jours, c'est encore une complicité. Personnellement, je considère cela comme étant une complicité de la CEDEAO face à la volonté populaire. J'ai eu la chance en 2022 de participer à suivre les élections en Guinée-Bissau et je puis vous garantir que le PAIGC est une religion au-delà même d'un parti politique. C'est le peuple qui incarne cette structure politique. J'ai vu des machines politiques, mais le PAIGC va au-delà d'une machine électorale. C'est beaucoup plus l'aspiration du peuple bissau-guinéen qui fait qu'aucune élection ne peut être remportée par qui que ce soit aussi longtemps que le PAIGC resterait dans cet état de fait où les Bissau-Guinéens, chacun se reconnaît en cette structure politique parce que c'est tout le monde qui est membre de cette structure. Même lui, Embalo, est un dissident du PAIGC. Donc, au vu de cette volonté populaire, d'ailleurs, il faut même souligner, je le dis tout le temps, la maturité politique du peuple bissau-guinéen, qui, malgré que le peuple entier est contre ce qui se passe, se donne toujours le temps de la politique, le temps de la démocratie pour s'exprimer dans les urnes et montrer à Embalo qu'il est très loin d'être le choix du peuple bissau-guinéen. Alors Habib, justement, vous avez parlé, Habib, c'est juste pour vous lancer, vous avez parlé d'un coup d'État qui serait, selon vous, monté, ou du moins qui aurait été monté de toutes pièces par le président, renversé, mais là, quand les émissaires de la CEDEAO nous disent que les discussions sont actuellement en cours avec la CNE, la Commission nationale électorale, pour que les résultats de la présidentielle soient enfin connus. Alors, faut-il toujours envisager que cela a été monté de toute pièce par le président Embalo au regard justement de ce qui se passe, Habib? Monsieur Nguéné, de vous et de moi qui connaissez... Puisque nous avons la version officielle des militaires qui, face aux émissaires de la CEDEAO, sont restés sur les réelles motivations qui les ont poussés à perpétrer ce coup d'État. Et si demain, cette même CNE qui a vu ses cadres arrêtés, menacés, ainsi de suite, venait à déclarer que c'est le président Embalo
qui serait le vainqueur de cette mais élection. les tendances que nous avions, Habib, les tendances que nous avions donné le président Embalo vainqueur. Donc, certains également peuvent se montrer un peu, je vais dire quoi, je comprends que la situation puisse aujourd'hui interroger, mais les tendances, les premières d'ailleurs, que nous avions montré que le président était Embalo. Du coup, on ne comprend pas trop comment un président qui était en ballottage favorable a pu monter un coup d'État contre lui-même. Donc, il y a quand même un flou qui persiste. Je comprends, Habib. Vous pouvez poursuivre. Oui, mais M. Nguéné, là où c'est extraordinaire, c'est que rappelons-nous de comment le président Embalo, dès la première fois, je ne me rappelle plus, c'était en 2019 ou 2020, à son arrivée, c'est la même CEDEAO qu'il avait imposée. Parce qu'en son temps, il y avait la CNE qui déclarait quelqu'un vainqueur, il y avait la Cour constitutionnelle qui finissait par dire que c'est Embalo, ainsi de suite. Il y avait une cacophonie qui avait été arbitrée par la CEDEAO et qui vous dit qu'aujourd'hui encore, ce n'est pas parce que les vrais résultats, les procès-verbaux sont détenus par le peuple bissau-guinéen, sont détenus par le camp adverse. Et tout le monde sait qu'Embalo a perdu ces élections. Et c'est pour éviter justement d'avoir les vrais résultats de cette élection que ce coup d'État, ou ce soi-disant coup d'État, a été monté de toutes pièces. Et quand vous regardez le personnel militaire qui a mis en place ce coup d'État annoncé de façon très stratégique par lui-même, Embalo, à la presse nationale et internationale, et même dans les milieux diplomatiques aujourd'hui, beaucoup disent que Embalo se démène pour expliquer la posture des militaires et de pouvoir aller vers une transition de courte durée, que lui-même aura une main là-dessus parce que ce sont ces hommes qui sont à la manette. La confirmation de son ancien ministre des Finances au poste de Premier ministre et directeur de campagne en est une preuve. Il me semble qu'il y a même un de ses jeunes frères qui occupe aujourd'hui le ministère de la Défense. Tout cela nous dit clairement que voilà ce qui se passe et l'état de fait, c'est-à-dire la posture de la CEDEAO est une posture d'hypocrisie. En réalité, la CEDEAO est beaucoup plus complice de cet état de fait et la chose qui ne se dit pas, c'est le fait que le PAIGC est un parti populaire et surtout est un parti progressiste qui a un relent révolutionnaire. C'est cela qui fait peur à tous ceux qui essayent d'empêcher que le PAIGC puisse avoir une main sur l'appareil étatique de la Guinée-Bissau. Et par hasard, pendant que tout cela se passait, il y a un avion d'assaut aviation qui était dans la zone qui pouvait exfiltrer le président Embalo. Et par hasard, le président Goodluck Jonathan, qui a été bloqué là-bas parce que maintenant, une mission d'observation a été exfiltrée par un avion de la Côte d'Ivoire. Et face au tollé de l'opinion publique du Nigeria, lui-même a été obligé d'expliquer que c'était cet avion-là qui était beaucoup plus proche et pour pouvoir le faire sortir du territoire bissau-guinéen. Je pense qu'il y a une manœuvre de l'impérialisme occidental avec la France et les autres États en toile de fond qui essayent d'empêcher à un parti révolutionnaire, à un parti progressiste comme le PAIGC de pouvoir prendre en main les destinées du peuple bissau-guinéen et de donner une chance à ce beau pays-là de voir enfin la lueur de l'espoir. Guinée-Bissau, aujourd'hui, c'est un État complètement à lambeaux. Il n'y a pas d'électricité, les routes sont désastreuses. Le peuple croule sous la misère. Et c'est ça qui a été le bilan du président Embalo, qui a beaucoup plus exploré le reste du monde à travers des voyages folkloriques que de travailler réellement pour le peuple bissau-guinéen. Et c'est cela qui a été sanctionné par le peuple. Ces sanctions-là qu'il refuse et il a fini par monter ce soi-disant coup d'État pour pouvoir voler l'aspiration du peuple bissau-guinéen. C'est ça la réalité et la CEDEAO est complice de cela. Rien. Et je peux vous garantir que dans les jours ou dans les heures à venir, vous verrez qu'on va essayer d'aller vers une transition qui ne dira pas son nom et on va élucider la victoire du peuple bissau-guinéen qui va être confisqué au profit d'un groupuscule à la solde de l'impérialisme occidental. Alors, votre commentaire également, avant peut-être
de vous poser la question, je voudrais qu'avec le concours de la réalisation, qu'on affiche les codes d'accès, parce que les téléspectateurs réagiront également juste après sur ces thématiques parlant justement de cette mission. On le rappelle, la principale information de la soirée, la mission de la CEDEAO, dépêchée, ou du moins conduite par le président en exercice de la CEDEAO du côté de Bissau. Ce lundi même, il était sur le terrain, le président Julius Maada Bio, le président sierra-léonais, qui a donc pu toucher du doigt les réalités. On lui a expliqué les raisons concrètes qui ont poussé les militaires à renverser le président Embalo. Mais ce que nous retenons, Adama Inassé, c'est cet engagement qui a été pris. On nous parle plutôt d'échanges fructueux aujourd'hui. On a l'impression que chaque parti a décidément mis, a mis les chances de son côté pour que, ou du moins, chaque parti a pris la pleine mesure des enjeux actuels. Là, au cœur des discussions figurait le retour à l'ordre constitutionnel, la publication des résultats électoraux et la libération des responsables politiques. Alors, quand on a un contexte, du moins quand on prend le pouvoir dans un tel contexte et qu'on revoit une mission de la CEDEAO, on la reçoit d'urgence. Alors, quelle peut bien être la prochaine étape à Adama Inassé au regard, bien sûr, de la complexité de l'équation bissau-guinéenne? Vous avez suivi la réaction d'Habib Boubacar Touré. Il parle de ces zones d'ombre qui demeurent et qui persistent. Alors, quand la CEDEAO arrive dans ce contexte-là, que peut-on réellement espérer d'une telle mission conduite par le patron même, le président en exercice Julius Maada Bio? Merci. Bien avant de donner les perspectives par rapport à ce que l'on peut attendre suite à cette visite de la CEDEAO, il faudrait quand même signifier quelque chose. Je suis dans la même lancée qu'Habib, c'est de la mascarade. Je vais prendre 4 faits très rapidement qui me convainc que ça, c'est du coup monté. Premièrement, un coup d'État où la France ne s'est pas empressée de sanctionner. Un coup d'État où la CEDEAO trouve que les discussions ont été bonnes. Un coup d'État où on fait la promesse facile de revenir à l'ordre constitutionnel. Et enfin, le 4e fait, c'est de rappeler le discours de Embalo Sissoko qui disait que quand lui va prendre le pouvoir, avant de remettre le pouvoir, il va s'assurer de le transmettre à ceux en qui il a confiance. Donc ces 4 faits, moi, me convainc que ce coup d'État n'en est pas un, mais seulement une machination pour maintenir toujours et encore la mainmise de l'équipe de Embalo et de sa suite sur le pouvoir bissau-guinéen. Donc, revenant à partir de ce moment, revenant à votre question, moi je me dis que il sera toujours organiser une petite équipe allant toujours dans le sens de ce club de chefs d'État soumis à la France qui va continuer à diriger la Guinée-Bissau comme ça l'a toujours été avec Embalo. Rien d'autre ne peut sortir de ça. À moins que, je dis bien à moins que, les militaires ne prennent conscience et ne décident d'écouter le peuple et de faire les souhaits du peuple. Ça peut arriver, mais pour l'heure, avec les promesses faciles, surtout que la délégation de la CEDEAO se félicite des échanges et que le ministre des Affaires étrangères également se félicite des échanges dites fructueuses, nous n'espérons pas grand chose que de voir la continuation de la même gestion que Embalo a mis en place avant de partir. Parce qu'il ne faudrait pas oublier ce que les uns et les autres ont dit, et même quand Habib l'a encore souligné, le ministre des Finances de Embalo qui devient Premier ministre et l'un de ses proches qui devient ministre de la Défense. Vous rappelez dans mon intervention par rapport au Madagascar, quand la France appelle, c'est d'abord imposer un Premier ministre, un ministre de la Défense, un ministre des Finances et un ministre des Affaires étrangères. Déjà, le ministre des Finances de Embalo, qui est Premier ministre, et un ministre de la Défense qui serait un proche de Embalo, allez imaginer la suite. Donc, c'est de s'organiser entre eux, bien payer les militaires qui ont accepté jouer la comédie de coup d'État, et après, organiser une équipe bien assortie
qui va continuer à diriger la Guinée-Bissau sans vraiment l'avis du peuple. Sinon, si la CEDEAO était sincère, du moment que les États de l'AES ont clairement montré que les politiques n'écoutent pas les peuples, la CEDEAO devrait aller vers les leaders de ces peuples-là pour essayer de voir quelles sont les résolutions qu'ils voudraient qu'on mette en place, demander à ceux qui ont pris le pouvoir d'intégrer la jeunesse, d'intégrer les voix des peuples à l'organe dirigeante et d'essayer de voir comment mettre en place un gouvernement d'unité nationale, un gouvernement qui tiendrait compte des avis des peuples. Mais non, ils sont venus simplement écouter ceux qui ont pris le pouvoir, échanger entre eux et facilement accepter. Regardez, lorsque le Mali avait fait son coup d'État et qu'ils sont venus rencontrer l'équipe de Assimi Goïta, mais ils ont donné leur délai. Ils ont donné un délai. Nous voulons en tout cas diriger jusqu'à tel moment, mais la CEDEAO dit non, vous ne pouvez pas aller jusqu'à tel moment. Nous vous donnons tel délai pour organiser les élections. Vous voyez comment le discours était tendu et il y avait des injonctions claires et nettes. Et en même temps, la France aussi a sanctionné. La France, a fait des sorties médiatiques pour faire comprendre qu'elle n'est pas d'accord. Mais lorsque la France se tait, lorsque la CEDEAO vient dire des discours mielleux, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ce quelque chose qui cloche là, nous trouvons que ce coup d'État, c'est une continuation de la gestion de Embalo. C'est la même chose que comme en Guinée, c'est la même chose comme au Gabon, où on est venu et c'est le même mode de gestion qui continue. Donc pour nous, après cette délégation, je dis bien à moins que ceux qui ont pris le pouvoir, ceux qui disent prendre le pouvoir et qui disent expliquer les raisons de la prise de pouvoir, n'écoutent le peuple et décident de mettre des réformes. Adama, et si l'objectif, Adama, on comprend bien vos arguments avant de prendre M. Djonké, qui est accalé au standard, et si l'objectif pour la CEDEAO, parce que vous parlez de ce ton qui semble être moins souple que celui qui a été adopté vis-à-vis des 3 pays de l'AES, et des sanctions qui ont été prises. Rappelons tout de même que la Guinée-Bissau, pour l'heure, reste suspendue de tous les organes décisionnels de la CEDEAO. Ça, c'est conformément, bien sûr, au texte de l'organisation. Mais ici, l'objectif était d'éviter un nouvel éclatement de la CEDEAO. Vous savez que le retrait de l'AES a été mal digéré. Et on est dans une logique où on cherche avant tout, justement, à tirer les enseignements des erreurs du passé. Habib l'a dit tout à l'heure, c'est souvent peut-être idiot, passez-moi l'expression, de faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Eh bien si, cette fois la CEDEAO avait justement décidé de faire différemment avec le cas Bissau-Guinéen. En 2 minutes, pour sortir de... La CEDEAO est toujours en train de faire la même chose. Ce n'est pas parce que la CEDEAO n'a pas fait des sanctions que la CEDEAO n'est pas en train de faire la même chose. La CEDEAO aurait dû prévenir Embalo depuis fort longtemps, avant même qu'on en arrive à là. Quand Embalo avait commencé à modifier les choses, la CEDEAO aurait dû, depuis ce moment, durcir le ton et maintenant mettre le peuple bissau-guinéen de son côté et agir. Mais pourquoi attendre jusqu'à ce qu'il y ait ces cas avant de commencer à faire les démarches? La CEDEAO ne devait pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait un coup d'État. Et même si la CEDEAO part pour négocier, mais le ton n'est pas le même. Ce n'est pas dans l'objectif de garder toujours les États dans la CEDEAO, mais c'est aller exécuter les ordres d'un pays. De la France, voilà pourquoi ils sont allés, parce que la France aujourd'hui même se cherche avec les questions de coup d'État. Et aujourd'hui, nous savons très bien que la France, sachant que les peuples sont fans des coups d'État parce qu'on trouve que les militaires sont beaucoup plus crédibles à l'image des militaires de l'AES, chacun pense que lorsqu'on fera un coup d'État, c'est en ce moment qu'on va s'en sortir. Et donc, l'exemple nous a clairement monter ces coups d'État. Et nous pensons que le coup d'État de la Guinée-Bissau, c'est un coup d'État préparé en connivence avec Embalo et avec la France pour mettre ces militaires-là en place. Et la CEDEAO, sachant que ce sont leurs propres éléments, ils n'ont pas à durcir le ton. Nous les connaissons. Sinon, tout récemment, ils ont voulu réveiller leur force d'attente qui devait attaquer le Niger, mais où est allée cette force d'attente-là?
Donc nous savons que la CEDEAO ne peut pas décider quelque chose d'elle-même sans que la France ne donne des injonctions. Et où nous sommes, franchement, moi je ne crois pas que la CEDEAO voudrait changer de méthode, de fusil d'épaule pour garder la CEDEAO unie, mais plutôt c'est de voir comment mettre les mêmes personnes, les mêmes modes opératoires au même poste pour garder en tout cas ce même club de chefs d'État afin de se donner la face, soi-disant qu'on a pu maintenir la CEDEAO unie. Sinon, rien d'autre. Et d'ailleurs, nous n'attendons pas grand chose de cette sortie-là. Et je répète, à moins que les dirigeants actuels de la Guinée-Bissau n'écoutent le peuple et n'essaient de revoir comment diriger la Guinée avec le peuple et pour le peuple. Merci. Alors, Monsieur Djonké, merci à vous d'avoir patienté au standard. Ça fait plus de 5 minutes que vous êtes là. C'est un plaisir de vous avoir ce soir sur les antennes For You Media Africa. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, pas de souci. Pas de souci. C'est un plaisir de vous avoir ce soir sur les antennes For You Media Africa. Et merci beaucoup de m'avoir donné l'antenne, de m'avoir donné. Je dirais merci au président Matomba, au président Matomba. Je voulais simplement agir par rapport à la CEDEAO. Vous savez que la CEDEAO, c'est un machin. La CEDEAO, c'est un machin parce que c'est des personnes qui n'ont jamais aidé l'Afrique. N'a jamais aidé l'Afrique. Le président Gbagbo dit la CEDEAO, c'est une bonne chose. Elle a été créée, quand elle a été créée, elle était une bonne chose. Cette fois-ci, elle ne ressemble à rien. Elle ne ressemble à rien parce que quand je dis ça, vous allez m'écouter très bien. Vous allez m'écouter très bien. Alors, Gamé, vous m'écoutez? Oui, allez-y, Monsieur Djonké, nous le recevons parfaitement. Allez-y. D'accord. Je vous disais que la CEDEAO a été créée. Elle a été créée dès sa création. C'est là elle a été la meilleure. Elle est meilleure dès sa création. À partir de là, la CEDEAO ne ressemble à rien. La CEDEAO ne ressemble à rien. C'est des amis des chefs d'État qui sont réunis, qui ont créé la CEDEAO. Et vous allez comprendre, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, on n'entendait pas parler de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. En Afrique, de pas parler. Parce qu'il a trouvé des exemples. C'est un machin. Donc, ce que je voulais dire, aujourd'hui, Jonathan qui s'en va, comme on appelle en Guinée-Bissau. Mais ils n'ont pas vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Où était la CEDEAO? Où était la CEDEAO, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010? Quand un chef d'État a dit j'ai gagné les élections. Pourquoi la CEDEAO n'est pas venue demander pourquoi on récolte les voix? Ils sont musclés, ils ont fait les épaules parce que Sarkozy leur a donné le feu vert. Parce qu'ils sont téléguidés par Sarkozy. Aujourd'hui, ce qui s'est passé les élections en Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que la CEDEAO dit? Mais c'est honteux. C'est-à-dire, moi je dis, c'est honteux pour l'Afrique, surtout pour l'Afrique de l'Ouest. Vous pensez que ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, là, c'est un coup d'État. Tu vois que les gars vont penser que ce n'est pas un coup d'État. Vous pensez qu'ils sont là aujourd'hui, ils vont laisser la place à quelqu'un d'autre, et puis demain, il va venir les aiguiller. Vous pensez que c'est normal? Il va accepter ça? Et il y a une année où il a fait auto coup d'État, où il a pris le chef d'État-major en ballot. Traîner le monsieur. Pour sortir, monsieur Djonké. Il a traîné le monsieur, il a fait un coup d'État. Donc c'est pour dire non, je vais sortir. Donc c'est pour dire que ne faut pas qu'ils vont embrouiller les gens, laisser les gens. La CEDEAO là, c'est déjà, ils s'en s'asseoir dans les salons vitrés en Europe avec les Français pour venir rencontrer des choses. Ils laissent le pays là en paix. Ils n'ont qu'à laisser l'Afrique en paix. S'il y a un coup d'État, laisser ces personnes-là gérer leur coup d'État. Gérer leur coup d'État parce qu'ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont même pas crédibles, ces chefs d'État de la CEDEAO là. Merci. C'est ce que je tenais à vous dire. Merci à vous, monsieur Djonké, depuis la Côte d'Ivoire. André, bonsoir également à vous. Bienvenue sur For You Media Africa. Oui, bonsoir, monsieur Nguéné, le prince de Matom. Oui, je salue comme ça vos invités sous Zoom. Oui, je vous salue, monsieur Nguéné, le prince de Matom, et je salue vos invités sous Zoom, Habib et l'autre frère que je n'ai pas retenu le nom. Adama Inassé. Alors, oui, justement, monsieur Adama Inassé, bonsoir. Oui, concernant le sujet, celle sur la CEDEAO,
on ne peut pas accorder du crédit à ce que la CEDEAO a fait. Parce que imaginez-vous, c'est ce qu'on appelle la scène théâtrale où seul M. Embalo est l'acteur de ces scènes théâtrales pour empêcher de donner le pouvoir aux dignes fils, aux patriotes de la Guinée-Bissau. Alors, M. Nguéné, si vous avez bien observé que Macron était en visite en Afrique et dès son départ, il y a eu coup d'État. Donc, il faut comprendre, nous comprenons par là que c'était bien tissé par l'Élysée afin que les militaires puissent rester au pouvoir. Parce que selon eux, ils se disent que ce sont les militaires qui font les affaires des panafricains. Il fallait installer un militaire au pouvoir pour que le peuple soit calme. Alors, je fais directement un parallèle avec Madagascar. Madagascar doit comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'ECS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Il y a aussi les BRICS. S'ils ont besoin d'argent, ils peuvent tendre la main par là. Pourquoi ils ne vont pas vers les BRICS? Pourquoi ils ne vont pas vers la coopération de Shanghai pour prêter de l'argent s'ils ont besoin d'argent pour développer leur pays ou bien construire les infrastructures ou bien les hôpitaux? J'ai l'impression que beaucoup de pays africains ou beaucoup de responsables africains ne comprennent pas que l'ECS est né et qu'il y a aussi la Banque des BRICS qui est née. Ils n'ont qu'à faire des cas de tout là-bas et puis prendre de l'argent. Aujourd'hui, on ne doit plus avoir les mal de tête parce qu'il y a FMI ou bien la Banque mondiale ou bien la France veut apporter quoi que ce soit. Non. Ceux-là sont déjà hors course. On ne peut plus compter sur la France parce que, ni donc sur l'Union européenne, parce que où est-ce que la France va prendre de l'argent si ce n'est pas que l'Union européenne qui est en train d'envoyer la France pour acter la politique impérialiste sur le continent. Ça, c'est le travail de l'Union européenne parce qu'il faut faire écran à la Russie. C'est ça qui est le problème. Alors, nous connaissons que notre meilleur allié et notre meilleur ami, c'est la Russie. Tous ceux qui ont coopéré aussi longtemps avec la Russie ont vu leur pays se développer et s'industrialiser, M. Nguéné. Regardez un peu l'Algérie. Alors, l'histoire nous apprend que c'est la Russie qui a construit les usines. Je ne sais pas quoi, en Pologne, en Autriche, un peu de partout dans le bloc de l'Est. C'était la Russie. Alors, pourquoi ne pas prendre la Russie comme ami habituel et comme ami de tous les temps parce qu'ils ne nous ont pas colonisés? Donc, je pense qu'aujourd'hui, nos États doivent comprendre qu'ils doivent s'orienter vers l'OCS pour prêter, je ne sais pas quoi, de l'argent et abandonner la FMI et la Banque mondiale. Je sors par là, M. Nguéné, merci. André, Ali, vous êtes du côté de Niamey, au Niger. Vous êtes le troisième appelant de la soirée. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir, M. Nguéné. Merci de pouvoir nous prendre sur vos antennes. Merci pour l'occasion que vous nous permettez effectivement de nous exprimer sur vos antennes. Merci pour ce débat. Donc, par rapport à effectivement la CEDEAO qui demande des résultats à les organisations électorales guinéennes, nous pensons que c'est de la pure comédie parce que Embalo a justement réussi son coup. C'est de vouloir perdre tout le monde effectivement, amener tout le monde dans tous les sens. Mais nous sommes lucides et nous comprenons que les jouets auxquels la CEDEAO ainsi qu'Embalo ont décidé de jouer, c'est un jeu perdu d'avance. Mais malheureusement, nous avons juste un problème en Guinée. La jeunesse guinéenne, nous ne les attendons pas, nous ne les voyons pas. Excuse-moi, je tiens même dormi parce que, comme on fait ça au niveau de la Guinée, nous n'attendons aucune déclaration de la société civile guinéenne. Nous ne voyons aucune manifestation par rapport à ceux qui entendent arriver à leur pays. Pourquoi c'est les Africains qui vont débattre les pays de la Guinée là, un peu éveillé, mais qui est absent sur le jeu politique de la nation? C'est incroyable. C'est nous qui allons tout le temps débattre. Nous ne voyons aucun Guinéen sur le plateau. Effectivement, on a un peu la température déjà de l'intérieur de la Guinée. Et donc, nous continuons effectivement à débattre. Les Guinéens puissent faire partie effectivement de ces sujets qui les concernent en premier lieu. Mais malheureusement, les Guinéens sont à bon. Mais nous pensons qu'ils nous reviendront au plus vite que possible. Mais quand il s'agit d'un Embalo qui a été accueilli par Tassousso, vous voyez, le jeu continue. Est-ce que ce monsieur qui a effectivement géré son pays en 10 ans après, pour ces 6 ans, je ne sais pas combien d'années il a géré la se retrouve du coup dans un autre territoire africain, avec les bras ouverts, avec les photographes, avec les journalistes, comme si c'était un roi qu'on reçoit en Guinée, et plutôt au niveau du Congo.
C'est vraiment une pure comédie. Vous voyez comment les Africains sont vraiment... Le président de la République congolaise s'affiche auprès d'un fugitif de son pays. C'est-à-dire qu'il cautionne la comédie, il cautionne effectivement ce genre de choses. Ils n'ont même pas honte, au fait. Pourquoi les Africains ne se respectent pas? Ces derniers ont fui son pays. Mais laissez-les aller se réfugier dans un hôtel quelque part. Les journalistes qu'ils ont fait autour de lui, il les reçoit comme si c'est un président. Il est toujours président de la Guinée. Il est toujours président de la Guinée. C'est quoi tous ces cinémas que les gars-là sont en train de nous faire vivre? Donc les stations de son ne sont pas fatiguées de ces mondes-là. Ils ne sont pas fatigués de tout ça là. Ils vont encore nous afficher dans ces dimensions-là. À quel moment vont d'abord se rendre compte qu'ils sont des humains à part entière et que nous avons besoin de leur dignité? Pourquoi ils font cet Africain? De l'argent, du pouvoir, vous refusez la dignité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est triste pour eux, pas un processus de libération de ce continent, un processus effectivement de la dignité, de la souveraineté de nos nations. Nous allons tuer dans ce sens-là. Pour savoir que c'est pour la vérité. Est-ce que vous avez souvenir tout le discours qui tient là jusqu'au jour aujourd'hui? Vous avez entendu parler de la monnaie? Vous avez entendu parler de la souveraineté énergétique? Vous avez entendu parler de la souveraineté? Il vient s'asseoir et nous parle qu'il y a des gens qui ont failli pour parler de coups d'État ou je ne sais pas, qui vont amener des armes. Ils veulent amener qu'ils vivent dans quelle planète, que les Africains ne sont pas éveillés de savoir réellement qu'est-ce que nous avons besoin. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire pour que nous soyons effectivement attentifs par rapport à l'aide décision de venir au pouvoir? C'est la même comédie qu'Ambalo, le chef doit atteindre un objectif, mais ils vont tous perdre. Parce que nous sommes sûrs d'une chose, ces temps-là, c'est le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Tous ceux qui pensent trahir ce continent-là seront ça, c'est pas nous qui le pas des armes, il faut un homme. Nous avons d'autres médias qui existent depuis que nous avons fait le même travail, c'est-à-dire la force que nous avons sur le peuple, et c'est la dignité, et ce Dieu qui est au-dessus de ces décisions-là. Nous allons arriver, qu'il veuille ou pas, qu'ils continuent à faire leur cinéma. Quelqu'un viendra, hein? Ils seront surpris de ce qui va se passer en Guinée, ça c'est clair et net. Personne ne savait qu'Ibrahim Traoré était caché au Burkina Faso pour balayer ces comédiens-là qui sont arrivés. Le président démocratiquement élu, un autre sorti, il est arrivé, un autre sorti. Mais aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré que nous avons au pouvoir. Donc, ils continuent effectivement à se pavaner et penser que ces manipulations vont arriver à terme de leurs besoins. Mais désolé pour eux. Ils seront balayés par la puissance du Tout-Puissant. Et la puissance des peuples africains qui ont décidé effectivement d'arriver effectivement par rapport à leurs besoins et leur dignité et leur souveraineté. Et ça, nous allons arriver. Et je voulais embrayer sur le Madagascar. Nous avons pensé que le président malgache allait faire une voyage du Mali et ainsi que le Burkina ou le Niger. Le monsieur continue aussi à faire sa danse-là. Nous observons ça de loin. Mais nous souhaitons que vous faites effectivement un panel par rapport à Madagascar ou c'est Madagascar. Voilà, effectivement. Vraiment, nous souhaitons savoir ce qui se passe de ces côtés-là. Parce que depuis là, nous n'entendons rien de positif. Les îles ne sont pas mises sur le devant de la scène. On ne parle pas de ces îles qui sont un bien pour le peuple malgache. On n'entend rien là-bas. Merci pour l'occasion que vous nous permettez effectivement de nous exprimer sur ce débat. Et bonsoir, assalamu alaikum. C'est donc, disons, merci. Monsieur Ali, depuis Niamey au Niger. Alors, le standard lui reste ouvert. Le temps pour nous d'écouter Habib sur les perspectives qu'il faudrait entrevoir aujourd'hui. Au lendemain de cette visite de la délégation de la CEDEAO à Bib, il y a quand même un point très important sur lequel le peuple bissau-guinéen attend ces nouvelles autorités. On parle de la publication des résultats de l'élection présidentielle du 23 novembre dernier. Alors, je n'ose même pas imaginer les scénarios qui se présenteraient. Alors, si effectivement les résultats sont publiés, que feront les autorités actuelles du pays? Si jamais le président Sissoko Embalo, renversé, sort vainqueur selon ses résultats, ou alors celui qui était présenté comme son principal challenger, les militaires peuvent-ils s'engager à rendre le pouvoir à celui qui a vraiment gagné ces élections? Parce que ce point-là, il me paraît tout de même un peu... je ne sais pas si c'est tiré par les cheveux, mais j'ai du mal justement à l'inscrire
dans une analyse logique, au regard de la situation, le président, le général Horta ayant déjà été investi président de la transition pour une période d'une année. Vous avez compris à travers votre question, M. Nguéné, que la situation est extrêmement complexe et surtout très sensible. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais, apporter une petite précision à notre téléspectateur Ali, qui a appelé notamment sur son interpellation de la jeunesse bissau-guinéenne. Personnellement, je parle beaucoup avec cette jeunesse et je puis vous garantir que c'est une jeunesse extrêmement engagée et mobilisée. Il faut le mettre dans son contexte. La Guinée-Bissau est un pays, c'est le pays d'Amilcar Cabral, qui a subi les pires atrocités, d'abord pour leur lutte pour l'indépendance. Et cela, ça marque un peuple, cette violence-là inouïe. Ensuite, ça a été la violence des narcotrafiquants qui a vu même l'assassinat d'une autorité en exercice, Nino Vienese. Ensuite, Embalo qui est venu, qui a caporalisé l'armée, qui en a fait quasiment une milice personnelle. Et je peux vous garantir que ces généraux et ces officiers supérieurs que vous avez vus pro Embalo sont capables aujourd'hui de tirer sur ce peuple-là. Et puisque ils croient à la démocratie, ils ont ce sens élevé de responsabilité politique. Le peuple reste déterminé parce qu'ils savent que le pouvoir est de leur côté. Et c'est cela qui conditionne aujourd'hui la posture responsable. Ils ne veulent pas amener un bain de sang dans leur pays. C'est ça la posture dans laquelle se trouve cette jeunesse. Maintenant, pour répondre à votre question, vous avez compris que c'est extrêmement difficile aujourd'hui ce que propose la CEDEAO et contient énormément de germes d'explosion. Cette junte-là qui s'est installée avec la bénédiction de Umaru Sissoco Embalo ne va jamais lâcher le pouvoir face à une éventuelle négociation. D'autant plus que, vous l'avez relevé, les premières soi-disant tendances expriment la victoire vis-à-vis vers, du moins, le camp de Embalo. Donc, c'est une manœuvre pour eux de pouvoir avoir un levier de négociation vis-à-vis de la communauté internationale. Et l'autre chose aussi, c'est que beaucoup, chaque fois qu'on parle de la situation de Guinée-Bissau, beaucoup disent que c'est un pays, lusophone et que ça n'a rien à voir avec la France. Mais il faut le rappeler que la Guinée-Bissau est le seul pays lusophone qui se trouve dans la zone franc-CFA, notamment l'UEMOA. Et c'est cela le vrai problème de la Guinée-Bissau en réalité. La France ne veut pas du tout voir le PAIGC au pouvoir pour simplement réaliser ses ambitions révolutionnaires et progressistes. Et c'est cela qui est en jeu aujourd'hui. Donc, la solution que veut imposer la CEDEAO, c'est-à-dire une légitimation quasiment du plan de Embalo à travers une publication des résultats en faveur de Embalo. Donc, de faire en sorte que Embalo revienne et que ces militaires-là retournent dans les casernes, je pense que ça va être le plus simple parce que eux savent qu'ils sont partie prenante. Est-ce un scénario vraiment imaginable, Habib, dans un tel contexte? Absolument. Un scénario envisageable. Avec la CEDEAO, il faut s'attendre à tout. Le retour du président Embalo au pouvoir. Avec la CEDEAO. Absolument. Si je ne l'exclus pas, avec la CEDEAO, il faut s'attendre à tout. Parce que la volonté est de préserver des intérêts non dits. C'est cela. On est très loin de vouloir réaliser la volonté populaire. On est très loin de défendre une pseudo-démocratie. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu est de pouvoir continuer à garder la Guinée-Bissau dans l'escarcelle de la CEDEAO et par ricochet de l'impérialisme français notamment. C'est ça l'enjeu. Donc, ce scénario n'est pas exclu. Un autre scénario peut exister. Celui, certainement, de dire, OK, finalement, les résultats tendent à dire que c'est Embalo qui a gagné, mais puisque l'opposition aussi réclame cela, puisque la junte s'est installée, allons vers la constitution d'un gouvernement d'unité nationale avec toutes les parties prenantes sur une période déterminée avant d'aller à des élections dites démocratiques et inclusives. Ça aussi, c'est un scénario
qui, selon le contexte et selon les rapports de force sur le terrain, peut être envisagé pour faire en sorte de diluer le régime Embalo dans un mouvement inclusif, ou en tout cas qui aura le caractère inclusif. En tout cas, ce qu'attend aujourd'hui le peuple bissau-guinéen, ce qu'attend la jeunesse bissau-guinéenne, c'est de déclarer les vrais résultats. Ceux qui proclameront Diaz comme étant le vainqueur de cette élection. Et je peux vous garantir que cela ne va jamais se faire, tout simplement parce que c'est contre justement ces vrais résultats que tout cela a été manigancé et qu'on veut spolier et voler cette victoire du peuple bissau-guinéen. C'est ça qui va être le scénario le plus probable pour la Guinée-Bissau. Et c'est dommageable. Alors, avant de retrouver Adama Inassé, je voudrais qu'on fasse un tour au standard. Un autre appelant nous attend depuis Bamako au Mali. Allô, bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Allô? Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Nous vous remercions de tout ce que vous faites pour nous. On va fermer le standard de concours de la réalisation. Adama Inassé. Je vous reçois. Je vous reçois. Alors, allez-y, monsieur, allez-y. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir et bienvenue sur Forio Média. Bonsoir le panel. Allô? Oui, monsieur, allez-y. On vous appelle comment? Bonsoir et bienvenue. Oui, comment ça va? Nous allons super bien. Merci. Vraiment, nous vous remercions de tout ce que vous faites pour nous, nous, Africains. Je m'appelle Bengali Nana Kassé. Allez-y, monsieur Bengali. Nous vous écoutons. Allez-y. Vous êtes à l'antenne. Vraiment, quelle sorte de CEDEAO nous avons? Nous avons créé cette institution contre nous-mêmes. Et nous souhaiterons avec pour nous ternir et nous mettre dans la boue. Vraiment, la ligne n'est pas bonne, là. Nous vous écoutons, pourtant. Vous êtes pourtant audible. À l'antenne, nous avons votre tour. Si vous m'entendez, ça va. Donc, dites à ces sanctions-là de dégager de notre territoire. Ils ont leur territoire, nous avons notre territoire. Avec la force de la divinité. Vraiment, nous, on sera libres, qu'ils le veuillent ou pas. Ces manigances-là vont se terminer. Dites aux gouvernants de dégager de nos territoires. Vraiment, nous vous remercions toujours pour l'éclaircissement que vous faites le Forum Média. Je vous écoute 24 heures sur 24. Merci. Merci pour tout le monde. Merci beaucoup. C'est nous que vous disons merci, M. Bengali, pour votre contribution depuis le Mali ce soir. Alors, Adama Inassé, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et on envisage les différents scénarios qui pourraient se produire au lendemain de la visite de cette délégation de la CEDEAO aujourd'hui. On a longtemps épilogué justement sur certains aspects, revenant justement sur les circonstances ayant entouré cette déstabilisation du pays, parlant justement de la Guinée comme étant un pays historiquement instable politiquement. On a parlé de cette pression pour le retour à l'ordre constitutionnel, bien que les autorités se donnent aujourd'hui une année. On imagine bien que c'est un délai qui devrait arranger les autorités, ou du moins les dirigeants de la CEDEAO. On a parlé, vous l'avez évoqué dans vos analyses, de la libération des responsables politiques arrêtés. Mais là, nous sommes sur la publication des résultats électoraux, un autre point sur lequel les deux délégations se sont entendues. Il ne reste plus qu'à gérer aujourd'hui, Adama Inassé, la problématique entourant justement les responsables de la CNE, la Commission nationale électorale. On apprend qu'après des échanges avec eux, on devrait visiblement procéder à la publication des résultats. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien arriver
après la publication de ces résultats? Les militaires vont-ils s'engager à rendre le pouvoir à celui qui aurait d'une façon ou d'une autre été élu par le peuple bissau-guinéen? C'est un scénario qu'il faudrait sérieusement envisager dans un tel contexte? Alors Adama, je pense qu'il nous a quittés bien avant la fin de l'émission. Alors Habib, pour sortir, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Revenons justement sur les principaux enseignements à tirer de ce contexte politique bissau-guinéen particulièrement ambigu et complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que qu'est-ce qu'il y a de différent entre Cap-Vert et la Guinée-Bissau, si ce n'est le franc CFA? Et c'est ce franc CFA qui est en réalité porteur des germes de cette instabilité au niveau de la Guinée-Bissau. Et aujourd'hui, dans le meilleur des mondes, la chose qu'on peut attendre de cette jeune, c'est de pouvoir proclamer les résultats de l'élection, remettre le pouvoir au vrai vainqueur, celui que le peuple a choisi, notamment le candidat Diaz, et ensuite se retirer dans les casernes. Mais c'est comme je vous ai dit, ce scénario est beaucoup plus, relève de beaucoup plus de la science-fiction que de la réalité. Et on tend vers un pourrissement de la situation où la CEDEAO va certainement chercher à négocier une sortie honorable pour elle et pour la junte, tout en lésant les intérêts du peuple bissau-guinéen. Je pense que c'est à partir de cet instant que nous risquons d'assister quand même à un soulèvement du peuple bissau-guinéen pour préserver sa volonté et surtout ses intérêts. Et sur ce point, je pense que le peuple bissau-guinéen peut compter sur l'ensemble du continent africain, en tout cas des peuples et de la jeunesse africaine, pour lui apporter le soutien nécessaire pour préserver sa dignité, son indépendance. Et je pense qu'à partir de cette manœuvre de Embalo, c'est un autre point de départ définitif pour pouvoir installer une prise en main du pouvoir bissau-guinéen par le peuple à travers une gouvernance vertueuse. Et c'est tout ce que nous pouvons souhaiter pour le peuple bissau-guinéen qui a tant souffert de cette instabilité imposée à elle par ceux qui profitent de la richesse de ce pays et ce beau pays qu'on appelle la Guinée-Bissau. Merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui participent en enrichissant ce débat à travers le standard. Nous également, nous vous disons merci, Habib Boubacar Touré, pour votre disponibilité sur les antennes For You Media Africa. Merci à Daba Inassé depuis Bobo Dioulasso au Burkina Faso. On ne saurait rendre antenne sans toutefois remercier bien évidemment tous nos nombreux téléspectateurs et même ceux-là qui nous prennent en relais via les ondes de la 96.3 FM. Vous l'aurez compris, il s'agit de For You Radio. Merci également aux auditeurs, ceux qui nous prennent également en relais sur nos principales plateformes numériques. Merci à l'équipe technique conduite ce soir par Mbok. On se donne rendez-vous demain, mardi 2 décembre 2025, déjà matinée aux côtés bien évidemment de Sikendoubé. Nous reviendrons sur plusieurs sujets d'actualité en parlant justement de l'actualité centrafricaine, la condamnation de l'action ukrainienne, évidemment l'Ukraine qui forme des groupes armés terroristes sur le continent africain. Nous reviendrons surtout sur le Niger, une décision importante. Habib, on ne l'a pas évoqué dans cette émission, mais l'uranium du Niger est désormais disponible sur le marché international. Et oui, pour une révolution, il s'agit bien évidemment, d'une décision forte prise par les autorités nigériennes quelques mois seulement après avoir pris le contrôle total de la Somaïr. Merci à vous d'avoir été une fois de plus des nôtres ce soir. Portez-vous bien.